Bonjour à tous. Merci pour votre participation. On va commencer cette première table d'experts, alors avec un expert, deux experts avec moi, sur le bon statut pour son activité de web créateur. Donc moi je suis Lucie Walker, je suis en fait avocate et spécialisée en propriété intellectuelle auprès de créateurs on va dire au sens large du monde de l'image, donc des producteurs mais aussi des auteurs, des agences de création, et j'accompagne de ce fait un certain nombre de personnes dans la création ou la structuration de leurs activités. Et j'ai demandé à Marion Cessinas de bien vouloir jouer le rôle du Candide dans cette table pour un peu animer et la rendre conviviale, puisque le sujet le bon statut est un sujet quand même un peu aride à 10h30 le matin. Donc Marion Cessinas est productrice et autrice, donc elle va évidemment nous expliquer un petit peu plus en détail son activité, son parcours, mais donc elle cumule différents statuts et c'est à ce titre que je lui ai demandé de participer pour nous donner un petit peu son retour d'expérience, ce qui est, on va dire, intéressant, moins intéressant, avantages, inconvénients, les limites, et moi entre deux j'interviendrai pour un peu vous donner des informations, vous expliquer un petit peu quels sont les différents statuts, les différents cumuls possibles, ce que l'on peut faire ou ce qui est déconseillé de faire. Donc pour commencer tout de suite, je dirais que le premier constat de départ, c'est que auparavant on avait dans la production, on va dire classique, la production audiovisuelle ou cinéma, des intervenants qui avaient des statuts, on va dire, bien définis ou des rôles bien définis. On était auteur, ou bien on était producteur, ou bien on pouvait être diffuseur, mais généralement on ne cumulait pas forcément ces statuts. Avec la production digitale ou la web production, comme vous le voulez, on a vu émerger des professionnels qui cumulent des statuts, puisque ce sont des personnes qui peuvent être à la fois auteurs et ou réalisateurs de leur programme, mais aussi producteurs, puisqu'en fait ils vont être à l'initiative et dans la responsabilité de cette production du programme, et ils sont aussi souvent diffuseurs, puisqu'ils peuvent avoir des chaînes sur des plateformes de partage de vidéos, ou en tout cas utiliser des plateformes pour diffuser leur contenu. Ça a donc un peu rebattu les cartes, et ça permet aussi dans les secteurs, alors aujourd'hui on est concentré web création, mais en réalité ça concerne aussi les secteurs plus traditionnels de production audiovisuelle au sens large, où on va avoir des personnes qui vont cumuler des statuts, ou en tout cas qui vont avoir des fonctions différentes. Alors Marion, tout de suite, toi tu es donc, j'ai dit, productrice et autrice. Est-ce que tu peux déjà en quelques mots nous expliquer ton parcours et puis présenter Station Fiction, qui est donc ta société, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui et peut-être dans l'état dans lequel elle sera dans quelques semaines ou quelques mois. Merci. Bonjour, donc Marion Cessinas, je suis indépendante depuis bientôt 3 ans. Avant ça, j'étais salariée, et depuis 2023, j'ai créé une auto-entreprise avec l'aide de Lucie. et du coup, j'ai commencé mon activité indépendante étant auparavant directrice littéraire dans la fiction. J'ai commencé mon activité indépendante en faisant la même chose, mais en freelance auprès de différentes sociétés qui pouvaient en avoir besoin, dans le but de pouvoir par ailleurs financer une activité de production artistique, de développement de projets de fiction. Au fil de l'eau, au fil de ces 3 années, du coup, des choses sont apparues, des opportunités sont apparues qui m'ont permis de cumuler différents statuts. Donc, je suis à l'heure actuelle toujours directrice littéraire ou consultante littéraire freelance auprès de différents clients et de différentes sociétés. Par ailleurs, on m'a demandé aussi de venir en tant
tant qu'autrice plus récemment sur des projets, sur des projets de documentaire ou de fiction. Et je développe moi aussi par ailleurs des projets d'écriture en mon nom propre. Et par ailleurs, je développe aussi des projets au sein de ma société Station Fiction, de séries, de films, de documentaires. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai ces 3 casquettes qui sont parfois complémentaires ou parfois vraiment séparées. Et ta question, c'était sur ce qu'elle allait devenir la société, puisque du coup, j'en suis à un point aujourd'hui où depuis 3 ans, je cumule un petit peu ces différentes casquettes. Et aujourd'hui, je vois que certaines activités sont pérennes, d'autres le sont moins. Et donc, je suis en train de passer en société, en SAS, pour vraiment me dédier plus, on va dire de manière plus... à temps plein, on va dire plus à mon activité de productrice et d'autrice, où la consultation et l'aspect freelance va un petit peu au deuxième plan peut-être. Voilà, ça va beaucoup diminuer, surtout parce que c'est cette activité-là qui est la moins pérenne, et donc et qui reste une activité que je peux faire, mais qui ne sera pas la priorité. D'accord. Alors déjà, première question concrète. Comment tu combines, on va dire, ces 3 statuts, ou en tout cas ces 2 statuts? Est-ce que, déjà, tout simplement concrètement, après je viendrai plus sur des questions juridiques, mais sur l'aspect concret, en fait, quand les projets viennent à toi ou toi tu les inities, est-ce que, alors, ma question est peut-être un peu naïve, de dire, mais est-ce que tu te dis, celui-là, je le mets dans la case, alors auteur, oui, je peux à la rigueur me dire, voilà, si on vient te chercher pour écrire quelque chose, tu vas être auteur ou autrice, mais en tout cas, tu vas pas imaginer forcément d'avoir un statut de société ou en tout cas d'appliquer une facturation, une prestation. Mais j'imagine parfois, tu me disais, tu fais de la direction littéraire, ou du compte, enfin en tout cas du freelance consultant. Comment tu dis, bah là ça va dans ma petite société, ma micro-entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, ou ça je le fais en tant qu'auteur? C'est une discussion que tu as avec les gens qui viennent te voir, ou est-ce que c'est un peu Alors oui, en fait je pense que tout va être une question de quelles sont les responsabilités qu'on me demande d'avoir. Si c'est simplement être auteur, dans ce cas-là, ou autrice, c'est vraiment très clair et net, et du coup je ne m'occupe absolument pas de l'aspect production, etc., même si je pense que dans tout projet de fiction, en fonction des contacts de chacun, des opportunités peuvent permettre de faire évoluer les projets vers la fabrication, et donc dans ces cas-là, on reste généreux. Mais si la responsabilité devient plus importante, c'est-à-dire d'aller chercher des financements ou d'aller aider sur certains aspects de la production, dans ces cas-là, on peut faire évoluer Parce que je fais tout de suite une parenthèse, il y a l'aspect, alors on vient te chercher on te commande un texte ou une écriture de texte, ça me semble assez simple. On est, on va dire, a priori dans un cadre où tu es auteur, mais a priori, on peut venir te chercher pour écrire le texte, mais aussi aller éventuellement postuler pour des aides, des financements, ou bien en tout cas avoir un regard plus aussi de production, ou un regard artistique, mais qui est aussi un regard, on va dire, plus au sens technique. Est-ce que c'est ça qui peut arriver, ou pas du tout, et que finalement ça reste bien ciblé? Oui, c'est-à-dire que pour ceux que je ne sais pas si tout le monde ici connaît les aides du CNC ou en fiction. Donc il y a des aides qui sont réservées aux auteurs, il y a des aides qui sont plutôt réservées aux producteurs. Même si les aides aux auteurs sont des aides que seuls les auteurs peuvent aller chercher, les producteurs en sont bien conscients, et donc ils nous aident parfois à faire les dossiers, etc. Après, en fonction des opportunités, par exemple, si on peut avoir accès à une aide régionale, si on peut avoir accès à des partenaires justement ou qu'on connaît des gens en chaîne, etc., on peut finalement avoir peut-être cette responsabilité un peu plus importante et plus stratégique finalement sur le projet que simplement artistique. Donc ça peut arriver, et parfois il y a aussi l'inverse qui se passe, où on va me recruter en tant que consultante, en tant que freelance, sur des projets où je vais avoir un regard éditorial, pas forcément artistique, mais au moins éditorial.
et où finalement ma participation va augmenter, et où là finalement j'aurais plus intérêt à devenir autrice et avoir des droits sur le projet si justement la contribution artistique est importante, le justifie. Et à ce moment-là, c'est des négociations avec les partenaires qui m'ont embauchée au départ. D'accord. Alors quand tu es autrice, on va dire, tu es donc au statut artiste-auteur. Ouais. Donc, alors ce statut, en quelques mots, rapidement. Donc c'est un statut en fait. Alors, on aime bien les statuts particuliers en France, donc c'en est un. C'est un statut en fait d'indépendant, mais qui est rattaché quand même à un régime général sur la couverture sociale. Donc en fait, aujourd'hui, le statut des auteurs, artistes-auteurs, comme le terme exact, est géré par les URSSAF, donc qui est une division particulière des URSSAF Limousin. Mais en fait, avant, on passait par l'intermédiaire d'un organisme agréé selon le type de, on va dire, de création artistique et de statut d'auteur que nous avions, qui étaient donc les AGSA ou la Maison des artistes, qui existent toujours, mais en fait aujourd'hui vous êtes rattaché quand vous êtes auteur, artiste aux URSSAF. Donc c'est quoi? C'est une déclaration que tu fais au départ en tant qu'artiste-auteur auprès de l'URSSAF, ou bien tu peux en tout cas oui, c'est une déclaration que tu fais en tout cas, et que tu crées un statut particulier parce qu'il y a une plateforme URSSAF qui cumule, on va dire, différents types de profils. Donc toi, tu choisis le profil artiste-auteur et tu vas déclarer tes revenus, ou ce sont les diffuseurs ou producteurs qui le font pour toi? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. C'est-à-dire que dans mon cas, comme au départ, j'ai été embauchée en tant qu'autrice par des producteurs, c'est eux qui se sont chargés de ces premières déclarations et qui m'ont permis d'ouvrir mon compte sur l'URSSAF Limousin en tant qu'artiste-auteur. À ce moment-là, c'est eux qui s'occupent de faire ces déclarations principalement. Ensuite, moi, j'ai à payer les cotisations restantes. Mais parfois, il se peut que j'ai à déclarer moi-même quand il s'agit de bénéfices non commerciaux et pas de salaire. Par exemple, j'ai gagné une bourse du CNC, une aide à l'écriture récemment, et ça c'est le CNC et l'organisme payeur, mais c'est pas eux qui déclarent toutes les charges, on va dire, qui sont rattachées à je veux dire, une bourse. En fait, c'est une aide, c'est pas une bourse, et donc à ce moment-là, c'est moi qui dois aller obtenir un SIRET en tant qu'autrice pour pouvoir faire cette déclaration, et ça constitue des nouveaux revenus qui sont pas tout à fait la même chose qu'un salaire, et c'est là où ça devient le plus compliqué en cumulant les différents statuts, c'est les impôts. On va y venir. On va y venir. À la fin, il faut réaliser, tous les différenciés, que ce soit du BNC en tant que freelance, que ce soit du BNC en tant qu'auteur, ou alors du traitement et salaire. Donc voilà, il y a plein de. Alors, ça fait beaucoup de choses. Oui, effectivement. Donc on arrive déjà. Alors au-delà du statut d'artiste-auteur, il y a effectivement le fait que l'artiste-auteur, donc même si c'est une personne donc indépendante au niveau de son statut, elle est rattachée, comme je disais, au niveau de sa couverture sociale à la sécurité sociale, donc au régime, on va dire, général, celui des salariés. Mais en tout cas, voilà, donc c'est assimilé salarié, comme on dit, mais au niveau de la couverture sociale, c'est un rattachement. Sécurité sociale. Au niveau de sa rémunération, cette personne, effectivement, en tant qu'auteur, va percevoir une somme d'argent qui est considérée, alors fiscalement, comme ce qu'on appelle effectivement un bénéfice non commercial, c'est-à-dire une rémunération a priori qui n'est pas du salaire. Il n'est pas impossible en tant qu'auteur d'être payé au salaire, d'être payé en salaire. Il n'y a pas d'interdit. Après, on est bien d'accord que dans la pratique et dans la réalité, un employeur, ou en tout cas un producteur, ou en tout cas une personne qui va engager un auteur, préférera l'engager en tant que personne autrice rémunérée en BNC, étant donné que les charges qui sont liées à ce paiement vont être bien moindres que celles d'un salarié. Mais il n'est pas impossible. Donc toi, quand tu es autrice et que tu perçois une somme, tu vas la déclarer en BNC. Alors, a priori, si je t'ai bien suivi. Alors, quand ce sont... pour le moment, tous les producteurs qui m'ont embauché m'ont payé en traitement et salaire. Ah,
pour le moment. D'accord. Pardon. Donc, mais quand il s'agit d'aides que j'obtiens moi-même, de la part du CNC notamment, ou d'autres organismes, on va dire. D'autres organismes qui ne sont pas forcément des producteurs. Là, c'était la première fois, du coup, et je suis encore en train de déclarer ça, parce que c'est pas aussi simple que ça. Le CNC, du coup, ne fait pas ses précomptes. Oui, donc là, c'est toi qui dois le faire toi-même. C'est moi qui dois faire toutes ces déclarations-là, et du coup... Mais tu peux choisir si c'est du salaire ou du BNC ou non. Tu n'as pas le choix, on est d'accord. Parce que le CNC ne donne pas de salaire aux autres. Voilà, ok, on est bien d'accord. Je suis obligée de le déclarer en BNC. D'ailleurs, c'est indiqué sur leur site que voilà, toutes les aides sont, qui sont obtenues sont à déclarer en BNC. D'accord. Et donc à ce moment-là, oui, c'est une autre... un autre endroit sur le site de l'URSSAF où en fait il faut déclarer ces choses-là et obtenir un SIRET en tant qu'auteur, ce qui est encore différent du SIRET que j'ai en tant qu'auteur. Tu as 2 SIRET. Je vais devoir avoir 2 SIRET. Ouais. D'accord. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs activités. Après, la limite, en théorie, d'abord, en théorie, la limite, c'est qu'effectivement, on peut cumuler plusieurs statuts pour autant que ce soit pour des activités distinctes. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe de base, c'est qu'on peut avoir plusieurs activités, mais on ne peut pas faire la même chose sous plusieurs, on va dire, types de formats. Bon, il y a des exceptions, mais en règle générale, j'ai des activités différentes. Donc là, pour l'activité d'auteur, a priori, tu dépends donc de l'URSSAF Limousin auteur, et que tu sois payé en salaire ou en BNC, c'est-à-dire en rémunération qui n'a pas la nature d'un salaire, mais qui est déclarée, tu vas donc passer par ce SIRET et par ce statut-là pour payer tes charges et autres. C'est ça. D'accord. Et alors, donc, deuxième possibilité, ou en tout cas, ce que tu peux faire d'autre, c'est effectivement, tu as une micro-entreprise, donc auto-entrepreneur. Donc, aujourd'hui, Station Fiction, c'est une micro-entreprise que tu as créée il y a donc 2 ans et demi, qui te permet là, pour le coup, non pas donc d'avoir des rémunérations en tant qu'auteur, mais pour tes prestations de service, qui ne vont pas être celles d'auteur, voilà, on va dire. C'est des prestations de service aussi en bénéfices non commerciaux, et donc avec un abattement des impôts qui lui correspond, et qui va vraiment être pour l'activité de prestation de service sur les conseils éditoriaux que je fais. Donc c'est une activité très spécifique qui me permet, en attendant d'avoir ma structure de production officiellement, d'aussi développer des projets en tant que productrice artistique, puisque je peux prendre une option sur un projet en tant qu'auto-entrepreneuse. J'ai pas besoin d'avoir une SAS ou une société avec un statut, on va dire, juridique de société. Ce sera important pour moi d'avoir ce nouveau statut et ce capital social correspondant au moment où je devrais mettre en production des projets ou obtenir certaines aides du CNC. Je serai obligée justement d'avoir ce statut-là. C'est pourquoi je suis en train de passer à un autre statut, puisque du coup j'ai plusieurs projets qui sont en développement assez avancé et qui vont très probablement l'année prochaine passer à la phase supérieure. D'accord. Alors avant de revenir sur cette partie-là, qui m'intéresse aussi, parce que ça nous permettra de parler des différents statuts de société, sur la micro-entreprise et le statut d'auto-entreprise, c'est un statut donc effectivement qui permet, en tout cas, qui est recommandé, ou en tout cas qui est souvent utilisé lorsqu'on démarre une activité, puisque en fait par nature on ne sait pas trop si l'activité va bien fonctionner, et puis donc on a permis la création d'un statut, on va dire, un peu plus allégé que celui d'une création de société, qui implique donc des statuts à créer, à déposer un greffe avec des frais, et puis derrière aussi toute une organisation à la fois sociale, fiscale, comptable, j'y viendrai. Dans un statut en tant qu'auto-entrepreneur, donc dit allégé, tu peux y indiquer, enfin en tout cas l'intérêt ou l'avantage de ce statut, c'est qu'effectivement il permet donc de se dispenser d'avoir des statuts à la création. C'est des formalités aussi, donc de nouveau on va sur la plateforme URSSAF, mais là on va sur la partie auto-entreprise, et donc tu peux
en remplissant un formulaire, créer une auto-entreprise qui va aussi avoir un numéro de SIRET. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une personnalité morale, une entité exactement, qui n'est pas toi et qui permet... Alors, l'avantage de cette entité, c'est que tu peux donc y passer des activités de prestataire. Alors, il y a plusieurs types d'auto-entreprises. On vise essentiellement aujourd'hui à parler de celles d'entreprises, en tout cas de prestataires de services. On peut aussi faire évidemment de la vente, mais pour donc un statut par exemple de directeur littéraire ou de scénariste, ou en tout cas qui peut faire des activités de production, de développement, de prestation de services. Parfois de productrice artistique, puisqu'on peut être embauchée en tant que productrice artistique par des producteurs en fait qui ont besoin de déléguer cette partie-là, et donc ça reste de la prestation de service même si le statut est un peu supérieur. D'accord. Donc on peut aussi imaginer qu'un réalisateur ou quelqu'un qui a une activité plus technique peut aussi la passer en auto-entreprise ou micro-entreprise, dans la mesure où il pourrait par exemple y avoir des tournages ou de la location de matériel qui serait on va dire facturé auprès de partenaires ou de tiers. J'y reviendrai après. Est-ce que ce statut de micro-entreprise, il est donc en tant que prestataire, c'est un statut qui est assez facile aussi, qui est assez léger. Alors, j'ai envie de dire en théorie aussi, on est censé donc, en tout cas, déclarer les revenus que l'on touche une fois qu'on les a touchés. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tu vas être amené à payer des cotisations ou à payer ton impôt sur ce que tu encaisses, hein. Oui, c'est ça. Alors, en fait, tous les mois, il y a aussi une déclaration à faire auprès de l'URSSAF avec, en fonction des revenus de chaque mois, une cotisation à payer. Et du coup, ensuite, là-dessus, soit en fonction de si on a le versement libératoire de l'impôt ou pas, du coup, on doit payer les impôts en fonction ensuite après. Et puis voilà. Après, moi j'ai préféré ce statut de freelance et auto-entrepreneur à l'intermittence. Alors voilà, donc c'est un choix aussi que j'ai fait moi, parce que je trouve que l'intermittence n'allait pas me permettre, alors comme je travaille aussi beaucoup avec l'international, l'intermittence n'allait pas me permettre de pouvoir comptabiliser des prestations avec l'international via le système français. Donc, et puis en plus, il y a des contraintes d'horaire. Et comme moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'avais pas forcément envie de me limiter en termes d'horaire et de temps pour avoir 507 heures selon des critères très spécifiques. Après, j'ai pas forcément une activité qui se prête à l'intermittence non plus, même si certaines personnes peuvent être productrices artistiques en intermittence, c'est possible aussi. Moi, j'avais pas une activité encore suffisamment dense côté prestation de service pour que ça le justifie. Donc finalement, j'ai préféré ça. Il y a d'autres techniciens ou d'autres personnes qui vont plus souvent être sollicitées pour leurs services et pour différentes raisons et sur beaucoup plus de projets à l'année pour qui c'est plus pertinent. Pour moi, ça l'était pas. Alors, en tant que prestataire de service, sous ta micro-entreprise, on va dire sous station-fiction, tu vas donc facturer tes prestations. Hein, pour le coup, là, c'est un accord passé avec ton client ou ton commanditaire et toi, tu factures. C'est ça. Et ce qui est intéressant pour les auto-entrepreneurs aussi, quand on commence notamment, parce qu'on arrive très peu au seuil de la TVA quand on commence. Est-ce qu'on paye de la TVA ? On n'a pas besoin de facturer de la TVA, ce qui fait toujours un petit peu son petit effet. Quel est le seuil ? Tu te souviens ? Je ne sais plus, parce qu'il voulait le baisser, et puis il voulait je crois que c'est 34 500, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas revérifié avant ce matin, pardon. Voilà. Mais il y a une tolérance. En fait, le principe, c'est qu'effectivement, vous avez un seuil en dessous duquel vous ne facturez pas la TVA, c'est-à-dire que vous faites une facture hors TVA non applicable. Hein, donc, en fait, vous ne demandez pas à votre client de vous verser la TVA que vous allez payer pour lui.
Et ensuite de ça, lorsque vous le dépassez, ce seuil, vous avez une année de tolérance, en fait. Ce qu'il faut parce que souvent, la question qui est posée, c'est mais quand même, je sais quand est-ce que je vais passer le seuil, et est-ce qu'une fois que je passe le seuil, on va me tomber dessus en me disant qu'il faut que je paye la TVA tout de suite? Non. Vous avez une période de tolérance. En fait, il faut pendant 1 an au moins franchir ce seuil pour pouvoir être amené à la payer. Donc, en fait, vous avez effectivement une petite marge. C'est-à-dire que c'est pas le mois qui suit où vous avez dépassé. Alors, évidemment, si vous le savez, puis que vous avez des revenus réguliers qui font que vous avez la perspective de savoir que tous les mois vous encaissez tant, ce qui peut être le cas aussi, et donc du coup que vous allez dépasser ce seuil, évidemment il faut tout de suite vous y mettre et payer votre TVA tous les mois. J'ai envie de dire, c'est préférable. Mais si vous avez des revenus justement en auto-entreprise qui peuvent être plus irréguliers, sans perspective de savoir si vous allez dépasser ce seuil, effectivement il vaut mieux, vous pouvez attendre, et en fait c'est sur une évaluation sur 1 an. Voilà. Et alors justement, quand tu fais ta TVA, je veux dire, c'est ta déclaration est faite sur ton site URSSAF auto-entrepreneur, micro-entreprise. La TVA, non, c'est sur les impôts. C'est sur le site des impôts. Oui. Alors moi, du coup, je suis pas tenue de le faire puisque je suis dans ce statut-là, justement, où j'ai pas encore franchi le seuil. Oui. Et la raison pour laquelle j'ai pas franchi le seuil, c'est juste parce que je ne peux pas me concentrer sur cette activité de freelance uniquement. Oui. Si j'étais vraiment uniquement sur cette activité-là, peut-être que je le ferais, mais comme je me concentre aussi sur mes projets artistiques, mais il faut se rendre à l'évidence. Et puis tu disais que tu travailles aussi avec l'international. Il faut savoir qu'avec l'international, de toute façon, il n'y a pas de TVA. Voilà, pas de TVA quand vous travaillez avec des étrangers. En tout cas, il y a un principe de non-application de TVA, sauf exception, sauf certains territoires. Mais donc, effectivement, pas de TVA. Ouais. Donc, du coup, toi, sur le site de l'URSSAF, tu vas juste déclarer tes revenus et tu vas avoir un prélèvement d'impôt qui est, le prélèvement libératoire si tu choisis. Alors, vous avez la possibilité dès le démarrage, en fait, de demander à ce que une partie de vos revenus fasse l'objet de ce qu'on appelle le prélèvement chez les salariés, le prélèvement à la source. Et donc, en fait, c'est 22%, si je dis pas de bêtises. Alors là, je crois que la première année, c'est réduit, mais ça a augmenté. Et c'est 22% en principe, me semble-t-il. Aujourd'hui, c'est 24. Voilà, alors ok. Mais ils l'ont augmenté, pas autant qu'ils auraient dû, mais ils l'ont augmenté. D'accord. Donc voilà, donc l'impôt est déjà payé. Et donc effectivement, ce qu'il faut savoir en situation de micro-entreprise, c'est que vos revenus vont directement donner lieu à une imposition. Puisqu'en fait, à la différence d'une structure commerciale où il va y avoir une entité qui va payer un impôt, là, en fait, il n'y a pas de confusion dans vos patrimoines, si je puis dire, mais il y a effectivement sur le revenu perçu en micro-entreprise un prélèvement en tout cas, vous pouvez faire une déclaration et un prélèvement donc de paiement d'impôt sur les revenus. C'est pas de l'impôt sur les sociétés. C'est ça. Après, on est éligible ou pas à ce prélèvement libératoire, mais ça c'est à voir au cas par cas. Ouais. Et donc, alors, quand t'es prestataire de service, est-ce qu'il t'arrive, par exemple, d'avoir des clients avec qui tu factures un coût auteur, un coût prestataire? Tout à fait. Tout à fait, d'accord. C'est possible. C'est justement avec ces producteurs-là ou ces sociétés-là, ces clients-là, qui me connaissent en tant que directrice littéraire, qui me demandent ensuite d'être autrice sur des projets. D'accord, donc on peut... Alors, aussi une chose, auquel je pense, on peut aussi cumuler ce statut, en tout cas d'avoir une micro-entreprise avec un statut de salarié aussi. Il est tout à fait possible. Je vais juste revenir, je voudrais juste revenir sur tout ce qui est TVA et tout ce qui est comptabilité d'auto-entreprise juste avant, parce que moi, c'est l'aspect qui est le plus... compliqué. Rébarbatif. Pour moi, en particulier, il faut savoir qu'effectivement, on est censé avoir une comptabilité allégée. Oui. Mais en fait, il faut quand même il faut quand même être à jour de tous ces comptes, malgré tout, si jamais on a une inspection, parce que c'est possible. Et il faut savoir qu'il y a très très peu d'outils disponibles en fait pour les auto-entrepreneurs, parce qu'on considère que c'est suffisamment simple pour le gérer seul. Sauf qu'au final,
le temps, le manque de temps fait que, surtout quand on cumule plusieurs statuts, on aimerait bien avoir des gens qui nous aident. Et finalement, il y en a très très peu, très peu d'outils, même en ligne, qui sont disponibles. Comme on peut avoir l'expertcomptable.com, etc., ou tous ces gens-là qui ne vont aider que des sociétés. Ils vont pas du tout être là pour des auto-entrepreneurs. Donc c'est un petit peu compliqué de gérer ça, surtout quand on cumule plusieurs statuts. Et alors du coup aussi sur l'aspect comptabilité ou facturation, pour de la prestation de service ou de la prestation intellectuelle, on voit assez bien que le format micro-entreprise correspond. Mais si on a par exemple de la prestation de service ou en tout cas on a besoin par exemple de faire un tournage, j'imagine, ou un repérage, et qu'on a besoin d'aller aussi engager quelqu'un ou en tout cas de louer une caméra ou de faire des dépenses, on va dire, plus de tournage. Est-ce que, à ton sens, c'est adapté ou pas du tout? Alors ça dépend. Ça dépend quel est le statut de ces techniciens qu'on va embaucher. C'est-à-dire que si... Déjà, tu peux pas embaucher. Est-ce que tu peux embaucher en tant qu'auto-entrepreneur quelqu'un en salarié? Tu me diras, mais je crois pas. Non. Voilà. Je ne crois pas que ce soit c'est possible. effectivement la première limite aussi qui va faire basculer après en structure. Ouais. C'est qu'effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est fait pour... Enfin, en tout cas, le statut est fait pour héberger votre propre activité, mais vous ne pouvez pas effectivement héberger, en tout cas, engager... Pas en tant qu'employeur. Par contre, je peux payer une facture. Voilà, c'est ça. Tu peux toi-même... Si la personne qui me rend ce service me fait une facture plutôt que me demande un contrat intermittent, je peux payer cette facture. Voilà, exactement. Donc, il y a effectivement possibilité d'engager soi-même des prestataires ou des sous-prestataires, hein, on va dire, en tant que... Après, bon, oui, mais bon, c'est pas interdit, mais c'est pas si simple. D'où l'utilité. Ce qui serait génial, c'est que quelqu'un en fait puisse remplir ce manque chez les comptables, de pouvoir nous aider à justement gérer tout ça, parce que ça fait beaucoup au bout d'un moment. Ça fait beaucoup. Mais en tout cas, impossibilité d'engager, on va dire, du personnel intermittent. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Par ailleurs, si je dis pas de bêtises, si on veut louer du matériel pour un tournage ou autre, alors on peut évidemment le faire, hein, il y a aucune difficulté. Mais si vous avez par exemple un devis à faire à un client d'un tournage, il y a des dépenses pour lesquelles vous ne pouvez pas, effectivement, comme celle de matériel, vous pouvez les passer bien évidemment, mais en tout cas, ce ne sont pas considérés comme des charges. Donc, du coup, ça peut avoir une incidence sur, comme en société, si vous voulez, vous allez avoir des dépenses qui vont être considérées comme des charges d'exploitation et qui, donc, du coup, viennent déduire votre bénéfice ou, en tout cas, votre résultat. Là, en micro-entreprise, c'est pas le cas. Alors, vous allez me dire, c'est un statut qui est plutôt réservé pour des démarrages d'activités et donc pas forcément pour des activités type je pars en tournage où on est sur un film, mais on sait qu'aujourd'hui on peut tourner des films et réaliser des films pour des budgets, on va dire, plus modestes que certains budgets de séries ou de films d'audiovisuel au cinéma. Mais en l'occurrence, voilà, il y a une limite à ce statut. Autre chose aussi, tu parlais tout à l'heure des aides et notamment du CNC. Alors, en matière de web création, on avait théoriquement jusqu'à la fin de cette année, un système d'aide particulière mis en place par le CNC, qui était le CNC Talent, qui a été mis en place, si je dis pas de bêtises, vers les années 2017-2018, avec 2 types d'aides. Cette aide CNC Talent va être refondue complètement à partir du 1er janvier prochain. Donc, on ne connaît pas encore bien forcément toutes les facettes, mais la différence en web création, en tout cas, par rapport à des aides CNC classiques, cinéma ou audiovisuel, était sur le statut, justement, pour un peu, on va dire, être plus large et accueillir des statuts d'auto-entreprise.
parce que lorsque vous voulez demander des aides CNC pour de la production ou alors je parle, si vous êtes auteur pour de l'écriture, c'est en tant que personne physique que vous irez demander ces aides. Mais si vous êtes producteur ou qu'en tout cas vous êtes dans une activité de développement d'un projet audiovisuel, au CNC, pour tout ce qui est fonds de soutien, donc ou ce qu'on appelait le COSIP avant en télévision, ou fonds de soutien, vous devez être en société commerciale. Hein, et ça, c'est la première chose à retenir. Vous ne pouvez pas être en association et vous ne pouvez pas être on va dire, en profession libérale ou indépendant. Vous devez être structuré avec une société. Le CNC Talent, à l'inverse, quand il a été créé, il y a 2 types d'aides. Il y en a une qui est effectivement aussi réservée aux personnes individuelles, aux créateurs personnes physiques individuelles, j'entends. Et vous aviez une deuxième aide, qui était réservé, on va dire calé, on va dire, ou similaire à l'aide producteur, où là vous n'aviez pas d'obligation d'être structuré en société commerciale. Donc vous pouviez très bien faire une demande en étant auto-entrepreneur ou même en étant en association. Ça c'était le système CNC Talent, mais je pense que ce système-là est terminé. En tout cas, ce sera terminé par la suite. Alors, je ne sais pas comment ils vont le refondre du coup, mais je crois qu'il y avait aussi un minimum de followers à avoir. Oui, 10 000. Voilà. Alors, ça, c'était le minimum pour avoir l'aide. En tout cas, il y avait à cette époque-là, en tout cas, après, est-ce que ça sera la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue de statut, vous pouviez être en indépendant ou en tout cas en auto-entreprise. Et justement, ça me fait basculer donc sur, on va dire, cette partie de structuration commerciale. Là, on a vu les limites un peu de la micro-entreprise. Donc, toi, tu es arrivé à ce stade où aujourd'hui, cette micro-entreprise te limite dans les développements parce que donc tu as des projets qui vont, tu disais, partir, on va dire, en développement plus, on va dire, structuré ou en production peut-être. Alors, en tout cas, si je parviens à vendre mes projets en chaîne, pour une convention de développement, à ce moment-là, il faut que oui, j'ai une structure de société. Parce qu'il va falloir que non seulement que je paye les contrats des auteurs, mais aussi que je puisse financer une partie du développement en partenariat avec la chaîne. Donc à ce moment-là, je vais être obligée justement d'aller chercher ces aides en tant que société, et je ne peux pas le faire si j'ai pas de cabis et de statut de société. Et donc je suis obligée aujourd'hui d'y passer. D'accord. Alors, justement, les structures commerciales. Alors, il existe un petit point juridique. Voilà, il existe évidemment plusieurs formes de structures commerciales, que vous soyez seul associé ou actionnaire de la structure ou à plusieurs. Donc on les distingue généralement, voilà, à la fois par le côté nombre d'associés ou d'actionnaires, mais aussi on a des statuts différents de structures. On connaît traditionnellement, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, les SARL, sociétés donc à responsabilité limitée, qu'on oppose traditionnellement aux SAS, qui sont donc des sociétés pardon, j'ai la voix qui flanche. Donc au SAS, on a aussi la version en tant qu'entreprise, en tout cas quand on est seul, donc on parle de société de URL, société unipersonnelle ou société EIRL, donc entreprise individuelle, qui correspondent là au cas où on est seul. Donc là, on passe sur un statut où il y a une entité, il y a une personnalité morale qui est créée, il y a une entité qui existe. Donc ça oblige à créer donc une société, donc à rédiger des statuts. Alors statuts que l'on peut évidemment trouver ou que l'on peut faire rédiger par un professionnel, et statuts qui vont être enregistrés ensuite au greffe donc d'un tribunal de commerce dont vous dépendez géographiquement du fait du lieu de votre entreprise, et qui donc ensuite fait que vous allez avoir une structure commerciale qui existe. Il y a une sorte d'écran qui est entre vous et vous passez par cette structure pour exercer votre activité, en tout cas votre exploitation. Alors, différents types de statuts. Toi, tu as déjà choisi le tien. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, comment tu l'as choisi? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui t'a, comment tu t'es décidé, si je puis dire? Est-ce que tu savais ce que tu voulais, pas ou... Alors,
je pense que j'ai toujours été intéressée par la possibilité d'être en SAS ou en SARL, principalement juste parce que j'ai eu une première version de ma société il y a quelques années que j'ai arrêtée parce que je ne pouvais pas m'y consacrer complètement. Aujourd'hui, je vais refaire une SAS et la raison pour laquelle j'ai choisi, alors je ne me rappelle pas de toutes les subtilités, mais surtout ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que non seulement je veux pouvoir embaucher quelqu'un pour me soutenir dans mon activité, mais en plus j'aimerais pouvoir faire venir des investisseurs au capital. Et la SAS est un des meilleurs statuts juridiques pour justement le permettre. Puisque du coup, je vais aller aussi faire des levées de fonds pour pouvoir financer cette activité. Et aussi parce que je n'ai pas vocation à être moi-même employée de cette société. En tout cas pour le moment. Voilà. Ça sera peut-être le cas plus tard, mais pour le moment, je vais continuer de cumuler ces différents statuts. Et c'est-à-dire que finalement, tant qu'on n'a qu'un seul CDI, je crois, on peut cumuler. Je pense que voilà, à ce stade, j'ai deux différents statuts d'auteur. J'ai mon auto-entreprise, j'aurai potentiellement une société. Est-ce qu'on peut tout cumuler? C'est ça la question. Et je crois qu'en plus de ça, je peux aussi me retrouver dans une société de portage. Alors, je ne sais pas si tu veux parler de ça, mais... J'avais pas prévu, mais on peut en faire un petit point. Ça peut me permettre justement d'avoir un CDI en plus de tout le reste. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne cotisez pas au chômage. Oui. Alors, pour revenir sur plusieurs choses, il n'y a pas d'interdiction de cumuler. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous cumulez, c'est pour des activités différentes, distinctes. Et c'est là où il y a la limite. C'est-à-dire que si tu gardes ton auto-entreprise, ta micro-entreprise, qui fait actuellement, on va dire, plutôt des activités de direction littéraire, mais aussi de développement, on va dire, de développement de production. Oui, de développement préliminaire. C'est pas du développement très, très avancé. Voilà. C'est la conception et le développement de concept et de projet. Oui, donc si tu crées par ailleurs une société, donc il va falloir, quand on crée, dans les statuts, il y a un objet social. Vous devez donc définir pour quel objet vous créez votre société. Donc même si l'objet social est parfois assez large, il aura un objet social, on va dire, de production. Il peut y avoir aussi dedans des activités de direction littéraire, de consultant. En général, on peut tout à fait y héberger des activités de consulting qui peuvent être pas forcément les activités principales. Donc, à mon avis, tu peux pas cumuler, par exemple, une société commerciale et une micro-entreprise pour ces deux activités qui sont, on va dire, connexes, accessoires, similaires en tout cas. Par contre, tu pourrais tout à fait, si tu avais, je sais pas, une activité de conseil auprès de banques, par exemple, qui n'a rien à voir avec une activité de production ou qui sont sur des secteurs très différents. Pour moi, en tout cas, la bascule, elle est que de l'auto-entreprise, micro-entreprise, on va passer en structuration soit sur une SAS comme tu le veux, soit sur une SARL. Alors, la SAS, c'est la société par action simplifiée, en tout cas, voilà, l'acronyme, on l'oppose généralement à la SARL. Ce sont deux types de structures qui présentent chacune des avantages et chacune des inconvénients. Vous êtes donc soit seul ou soit avec des associés ou actionnaires différents, donc dans les deux structures. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que vous avez généralement deux types de statut social. Vous allez avoir, en tout cas, des avantages et des inconvénients et des différences qui sont à la fois sur toujours votre couverture sociale et votre fiscalité. Sur l'aspect social, en fait, en SARL, donc on a un dirigeant qui est un gérant. Ce gérant peut être associé de la structure. Ou pas, il peut être salarié en tout cas, mais s'il est associé de la structure et s'il est associé majoritaire, en tout cas s'il a la majorité des parts de l'entreprise, ou même si en tout cas il partage, il va avoir un statut social de travailleur non salarié. Il ne pourra pas être considéré comme un salarié. Donc là, vous retrouvez en tout cas les avantages ou les inconvénients d'un statut de micro-entreprise où vous êtes considéré comme un
travailleur indépendant, donc vous n'êtes pas rattaché à un régime social général de sécurité sociale. Vous dépendez de l'URSSAF, mais en tant que personne dite indépendante. Donc vous avez une couverture sociale qui est moindre, alors que dans une SAS, vous êtes considéré comme un assimilé salarié. Donc vous allez rester au régime où vous serez au régime de la sécurité sociale. Donc ça a un intérêt souvent, la SAS, pour des personnes qui ont déjà travaillé auparavant et qui ont eu, pendant leurs années de travail salarié, été au régime, on va dire, de la sécurité sociale. Donc c'est vrai que pour éviter, on va dire, un changement de régime et éventuellement plus tard, en tout cas une difficulté ou des trous, on va dire, et des régimes différents qui peuvent évidemment être moins intéressants. On a cette tendance effectivement à on va dire recommander la SAS. C'est aussi recommandé, on va dire, parce que c'est plus souple en termes d'organisation et de gouvernance. C'est toujours des statuts que vous écrivez, mais les règles de fonctionnement ou de gouvernance en SAS sont, on va dire, plus simples. Vous pouvez les aménager, en tout cas les adapter par rapport à votre projet. Donc c'est aussi pour ça qu'on recommande la SAS. Et effectivement aussi, ce que tu disais, la SAS est souvent recommandée lorsqu'on est en recherche d'investisseurs ou de partenaires ou d'associés à faire rentrer. C'est un statut qui est préféré ou privilégié, et donc c'est vrai que parfois quand on veut par exemple faire rentrer à son capital des partenaires, on va vous demander d'être en SAS. Attention toutefois, en SAS, donc même si vous êtes considéré comme étant assimilé salarié, vous avez un statut social effectivement plus protecteur. Néanmoins, vous allez avoir, c'est un statut qui est plus coûteux, parce que ça c'est un point qui n'est pas souvent vu, mais vous allez évidemment générer des revenus. Sur ces revenus, si vous allez vous payer, et le salaire que vous allez vous payer, ou en tout cas la rémunération que vous allez verser, elle est soumise à des cotisations sociales qui sont beaucoup plus élevées en SAS qu'en SARL. Donc il y a un statut social qui est à envisager en fonction de votre cas, de votre situation familiale, de votre projet personnel. La SARL peut être conseillée, mais vous allez être moins protégé, alors que la SAS vous protège certainement plus. Néanmoins, attention, c'est un statut assimilé, c'est-à-dire que vous cotisez, enfin en tout cas vous êtes rattaché au régime général de sécurité sociale. Pour autant, si vous êtes le dirigeant de votre société, vous n'avez pas le droit au chômage si vous avez malheureusement à clôturer votre société par la suite, parce que ça ne fonctionne pas. Vous êtes quand même toujours considéré comme en tout cas une personne qui est dirigeante, et donc de ce fait, vous ne pouvez pas bénéficier de l'indemnisation. La seule raison qui peut le justifier, c'est si vous n'êtes... Alors, vous pouvez être associé de votre structure, avoir quelqu'un qui en est le dirigeant, quelqu'un de votre famille, par exemple, et dans ce cas, vous pouvez avoir un contrat de travail avec votre société, la SAS. Néanmoins, attention, ce contrat doit être, en tout cas la fonction ou le poste que vous occupez, doit être un poste qui n'est pas un poste de gouvernance et de direction. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un contrat de travail si vous êtes directeur technique. S'il y a une partie effectivement technique ou informatique, ça peut avoir un sens. Mais si vous êtes le producteur, le réalisateur, en tout cas l'exécutant, celui qui met les mains dans le cambouis et qui en est aussi le dirigeant, pour la même activité, voilà, le contrat de travail ne fonctionne. Enfin, vous pouvez en avoir un, mais en tout cas, le jour revenu, vous vous retrouvez sans indemnisation. Il y a des gens qui sont qui prennent une position d'administrateur ou de comptable en interne. Ça peut arriver, ou de business à faire, donc plus sur un aspect plus juridique, qui vont avoir ce rôle-là. Qui en fonction des qualités ou des compétences de chacun pouvait définir un rôle qui ne soit pas un rôle de dirigeant. Si on fait un peu le bilan aujourd'hui, c'est un statut, la micro-entreprise, qui est très bien pour démarrer, mais il arrive un moment, ça a des limites, donc il faut passer en société. Ouais. Avantage de la société, donc une structuration, sauf que derrière, il y a effectivement des obligations qui sont rattachées à une société, comme celle d'avoir une comptabilité et de faire une fois par an un bilan.
Ouais. Donc ça veut dire d'avoir effectivement un accompagnement avec un comptable ou un expert comptable. Et surtout d'avoir un accompagnement avec un expert comptable et un comptable qui connaissent l'audiovisuel. Oui, ça c'est encore une autre question. Ce qui est encore autre chose. Donc c'est un autre chantier. Autre chantier. Sûrement l'objet d'une autre conférence. Mais du coup, oui, avec tout un tas d'obligations. Pour autant, moi, je garderai mon auto-entreprise quand même. Pas pour faire la même activité, mais parce que, comme le disait Lucie, si jamais je dois fermer la société, je préfère continuer d'avoir ce statut-là qui peut me permettre par ailleurs de continuer de facturer des prestations autres. Oui, dans une certaine limite, parce que si tu dépasses un seuil qui est, je crois, donc, de 72 ou 76 000 euros, tu peux te retrouver aussi en situation où ta micro-entreprise va être radiée d'office parce qu'on va considérer que tu es au-delà des seuils et qu'il faut effectivement que tu passes en société. C'est-à-dire c'est un autre point. Soit parce qu'on est au-delà des seuils, soit parce qu'on n'a absolument aucun revenu, on peut être contraint de fermer l'auto-entreprise. Mais voilà, donc de toute façon, ce sera certainement pas pour des sommes astronomiques, mais si justement il y a des prestations de conseil qui ne sont pas du conseil éditorial, etc., qui feront toujours partie de mon activité et qui sont à des coûts moindres, ou alors même potentiellement des ventes de produits ou tout un tas de choses, ça pourra me permettre de garder ce statut-là encore. À voir combien de temps. Alors, avant de passer la parole au public, si vous avez des questions, un petit conseil pour terminer ? Ou un petit conseil pour voilà. Alors moi, si c'était à refaire, je le referais pareil, pas pareil. Alors, voilà. Je pense que, moi, je pense que si je devais le refaire, je le ferais plus tôt. Juste parce que c'est vrai qu'on est souvent. Moi, j'ai quitté le salariat parce que ça me convenait pas, et je pense que j'aurais dû créer une auto-entreprise même avant de quitter le salariat. Je pense que d'avoir attendu de partir du salariat et de le faire après, ça m'a fait perdre un petit peu de temps parce que je me sentais redevable auprès des sociétés qui m'embauchaient, etc. Alors qu'en fait, eux ne se sentaient pas particulièrement redevables de moi, donc finalement, je pense que c'est... Après, attention, on peut avoir dans son contrat de travail il peut y avoir des clauses qui vous empêchent de faire ça. Alors, vérifier... Loyauté vis-à-vis de son employeur. Quoi qu'il arrive, moi, pour autant, j'ai toujours eu des projets qui me tenaient à cœur, que j'ai développés en propre depuis plusieurs années. Et je pense que j'ai hésité peut-être trop longtemps avant de passer le cap. Aujourd'hui, pour autant, je pense que je le referai parce que je trouve que le cumul de statuts, déjà dans une économie où tout se contracte et on a de plus en plus de mal de se rémunérer sur une seule activité, pour moi, c'est important justement de diversifier ses activités parce que sinon, si on ne compte que sur la possibilité d'être embauché par quelqu'un et ou en fait d'être constamment en prospection pour essayer de faire des missions, moi je me rends compte que justement cette activité-là n'est pas pérenne. Donc non seulement je diversifie mes activités et mes statuts, mais en plus je diversifie aussi sur mes clients en France et à l'international. Parce que je me suis rendu compte qu'encore une fois, si je me limitais à la France, je ne pouvais pas, pour mon activité personnelle, je ne connais pas vos activités à vous, donc elles sont peut-être très différentes. Je ne me voyais pas me restreindre à un marché. Et du coup, pour ça, ce cumul de statuts et ce cumul d'activités, même si c'est très intense parfois, c'est la meilleure solution pour moi aujourd'hui, en attendant que justement je puisse fabriquer des projets, des séries, des films, etc., qui vont me permettre de peut-être me reconcentrer sur une activité principale. Je trouve que la diversification des activités et des statuts permet de se donner plus d'opportunités, de rencontrer plus de gens et puis de travailler avec plusieurs personnes sur des contrats différents. Dire, ça permet une plus grande ouverture, on va dire, au niveau du développement professionnel ou commercial. Voilà, donc je le conseille, si vous pouvez le faire, et si vous êtes intéressé par l'indépendance, je le conseille. Super, merci Marion. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que des questions, des remarques, des choses qu'on aurait oublié de dire parce qu'on a beau avoir un conducteur. Oui.
L'acronyme, c'est bénéfices non commerciaux. Voilà. Hein, en fait, c'est-à-dire que donc vous avez quand vous faites une déclaration d'impôt, vous allez avoir vos revenus qui peuvent être soit considérés comme des traitements et salaires, soit des revenus, on va dire, qui peuvent être commerciaux, des BIC, des revenus donc industriels ou commerciaux. Ça, c'est quand vous produisez, en tout cas, vous êtes vous vendez. Mais pour de l'activité intellectuelle de prestation, on parle de bénéfices non commerciaux, BNC. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Ah, alors. Par rapport quand on travaille avec d'autres personnes en auto-entreprise, comment ça se passe par rapport au paiement? Est-ce qu'on a le droit de faire un contrat en auto-entreprise? Est-ce que vous pouvez engager quelqu'un? Alors la question c'est, est-ce qu'en tant qu'auto-entrepreneur vous-même, vous pouvez engager Engager ou travailler pour quelqu'un en tant qu'auto-entrepreneur? Alors oui, enfin vas-y. Alors moi ce que j'ai fait, et encore une fois grâce à Lucie, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi seul si vous trouvez des templates en ligne, je fais des contrats de mission. C'est-à-dire que j'ai un contrat, on va dire un template, un modèle que j'utilise pour tous mes différents clients lorsqu'il s'agit de la même activité, en définissant les conditions dans lesquelles on va travailler, le paiement, la durée, etc. Et à partir de là, donc c'est un contrat que je leur fais signer, et après j'envoie des factures. Mais vous êtes prestataire, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes engagé comme prestataire, vous allez avoir un contrat de mission par un client. Vous n'êtes pas salarié, vous êtes effectivement missionné ou en tout cas considéré comme prestataire. Autre question? Je crois que j'ai... Oui. Je voulais juste savoir au niveau du statut, justement, est-ce que l'image que vous renvoyez en fonction de vos statuts est important, peut-être pour déclencher des contrôles, des choses comme ça? Est-ce que des personnes, voyant que vous êtes juste auto-entrepreneur, un peu plus frileux de travailler avec vous, et que justement, ça déclenche, au-delà de la législation, peut-être, ça déclenche aussi le passage à un statut supérieur? Alors, est-ce que le fait d'être auto-entrepreneur peut limiter effectivement ou en tout cas freiner ton partenaire? Est-ce que, pardon, je complète ma question, est-ce que ça peut être aussi un problème en termes de réponse d'appel d'offres? Est-ce qu'il y a certains appels d'offres auxquels on ne peut pas répondre avec un statut d'auto-entrepreneur? Alors dans mon cas, non, parce que en fait, les producteurs sont assez ravis en général d'avoir affaire à un auto-entrepreneur plutôt que à des intermittents d'ailleurs, parce que du coup c'est moins de charges. Donc en général, ça leur plaît plus. Sur l'image, je dirais que non, et je pense que c'est très important aussi en tant qu'indépendant, justement, de ne pas se soucier trop de ça. Moi d'ailleurs, c'est ce que je dis à tous mes clients potentiels. Je leur dis, je veux pas m'imposer comme client. D'ailleurs, je ne me considère pas indispensable. Si vous voulez travailler avec moi, très bien. Si vous voulez pas travailler avec moi, il n'y a aucun problème. C'est juste... d'ailleurs, je veux pas me sentir esclave de ça. Je pense que c'est important de se dire... Moi, en l'occurrence, je viens en soutien à des producteurs qui ont un manque de temps, qui ont un manque de personnel. Ou alors, parce que je leur apporte un projet ou des auteurs avec qui j'ai très envie de travailler. Et donc, comme j'ai initié une idée, c'est quelque chose peut-être qui était un manque chez eux et qui va faire que du coup, je suis tout indiquée pour travailler sur ce projet-là. Mais pour autant, je veux jamais forcer le truc. Parce que je pense qu'à partir du moment où vous forcez les choses, c'est très mauvais signe. Donc, et l'image, pour moi, c'est pas une question tant de statut ou même de popularité ou quoi que ce soit, c'est une question d'expérience. C'est si les expériences se sont bien passées, on retravaille ensemble. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a eu des résultats pour ensuite se prévaloir de ces résultats auprès d'autres clients potentiels. Mais je pense que l'indépendance pour moi, ça a aussi été la raison pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est parce que j'ai pas voulu m'enfermer dans des relations de CDD ou de CDI où en fait je ne m'entends pas avec les personnes avec qui je travaille et que je me retrouve à devoir au bout de 3 mois chercher un autre travail. Et au final, il y a eu des personnes avec qui on n'a pas soit pu communiquer correctement et donc ça ne s'est pas fait ou ça ne s'est pas poursuivi. Et du coup, voilà, c'est très simple au final. Je continue de travailler avec les gens avec qui ça se passe bien. J'essaye de démarcher des nouvelles personnes qui m'intéressent et voir s'il y a des possibilités.
et je fais valoir mes expériences précédentes auprès de ces clients potentiels. Mais voilà, je pense qu'il faut surtout pas avoir l'impression qu'on va manquer quelque chose parce qu'on a un statut ou parce qu'on a une image particulière. Voilà. Et alors, il y avait une question. Alors, avant monsieur, il y a une question. Voilà, déjà. Et après. Pour revenir d'ailleurs à ce que vous venez de dire sur l'intérêt pour les producteurs de s'engager en auto-entrepreneur, moins de charges. Ouais. Est-ce que le pendant vous a déjà été justement mis en avant sur le fait que pour un producteur, si ces facturations ne sont pas considérées comme des charges, elles ne vont pas non plus être éligibles à des réductions d'éventuels crédits d'impôt par la suite, et ça peut être aussi le pendant un peu négatif de cette typologie de facturation. Pour le producteur ou pour le... Ah, alors ça, faudrait que je leur demande. Je n'aurais pas posé la question. Mais c'est vrai que ça peut être effectivement... Alors ça rejoint un peu la question ou la remarque précédente qui a été faite. C'est vrai que la limite de ces statuts, c'est aussi qu'à un moment ou un autre, en tout cas dans le monde de la production, si vous êtes effectivement donc missionné, il y a des postes pour lesquels effectivement, en tout cas sur les aides reçues par ou en tout cas le financement extérieur que le producteur peut espérer recevoir, il y a des postes qui sont soit forcément engagés comme salariés. Je pense par exemple au poste de réalisateur. En tout cas, alors peut-être pas sur l'ancien CNC Talent qui deviendra CNC Web Création, mais en tout cas sur des CNC classiques, un poste par exemple stratégique, comme on dit, de réalisateur, est forcément une personne qui va être engagée par le producteur avec un contrat de travail d'un côté et un contrat d'auteur, et on refuse le poste de réalisateur en indépendant, en auto-entrepreneur. En tout cas, pour l'aide, le CNC le refusera. Hein, donc, ça peut être un frein pour le producteur. C'est possible. Hein, donc, on peut se dire aussi que, par exemple, un poste de directeur de collection ou de directeur littéraire qui vient, en fait, sur une série ou sur un programme, en tout cas, apporter un travail aussi, par exemple, s'il y a une équipe de scénaristes, ce sont des postes où il y a eu des décisions aussi de justice qui sont intervenues pour indiquer que ce sont des postes dits de salariés, sauf si le directeur de collection écrit lui-même et apporte une collaboration dite créative, mais il est déjà arrivé que l'URSSAF requalifie ou refuse en tout cas voilà. Donc ça peut être effectivement aussi des freins dans la relation avec le client ou potentiel. Oui, alors du coup, puis en plus le directeur de collection, c'est plus particulier parce qu'il peut cumuler deux statuts, auteur et intermittent, voilà. ou auteur et freelance. Mais en l'occurrence, alors moi je viens que sur du projet par projet, c'est-à-dire que j'ai pas vocation à m'occuper de l'ensemble des développements de ces sociétés-là. Donc après, en fonction de leur comptabilité à eux, soit ils requalifient ça en dépenses internes, soit sur du projet par projet. Donc ça, après, je connais pas les détails de comment ils organisent ça. En l'occurrence, sur tous les projets où j'ai été, c'est justement parce qu'il y avait un manque de temps ou un manque de personnel. Et donc qu'en plus, j'étais là au bon moment. Donc c'est... voilà. Je vois que l'heure passe, mais on va prendre une dernière question. J'ai lu que pour les bénéfices commerciaux, le seuil de chiffre d'affaires n'est pas le même. Comment ça se passe pour un auto-entrepreneur qui cumule BNC et bénéfices commerciaux ? Alors, ça c'est plus une question comptable que juridique, j'ai envie de dire. En fait, en tout cas, si à un moment vous dépassez les seuils, c'est ça en fait, donc vous les cumulez. Oui, alors on peut, tout à fait. Après, il faut savoir effectivement simplement, alors c'est des déclarations, on va dire dans des cases quand vous faites des déclarations, mais il faut effectivement que ça soit sur des activités qui soient, on va dire, distinctes. C'est toujours un peu la même, on va dire, le même principe. Hein. Mais là, pour le coup, effectivement, j'ai envie de dire, il vous faut absolument avoir le comptable pour être dans les bons, en tout cas les bons seuils, pas les dépasser. Mais en tout cas, il n'est pas impossible. On peut avoir des cumuls d'activités. Hein. On peut tous avoir
va dire, différents types de rémunération. La difficulté, c'est qu'après, ça peut avoir des conséquences en termes fiscales, où vous pouvez vous retrouver effectivement avec des taux d'imposition qui sont, qui peuvent être plus élevés, ou en tout cas qui sont moins intéressants selon les activités que vous cumulez. C'est là où arrive, on va dire, une autre expertise ou un autre expert qui est celui, on va dire, plus fiscal ou conseil par rapport à votre activité. Hein. Voilà. Alors on va arrêter parce que je vois l'heure est passée. Merci beaucoup. Et puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre participation attentive et bonne journée.